Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Et bonjour Victor. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Victor Ferry, je vais te présenter juste dans un instant. Je voulais te remercier de faire partie de nos experts et dirigeants qui interviennent dans chaque épisode du Board. À chaque épisode, une nouvelle thématique et une nouvelle opportunité d'en apprendre plus pour développer sa carrière ou son business. Alors aujourd'hui, avant de te présenter, je voudrais parler quand même un petit peu de ton sujet parce que ça va peut-être paraître un peu éloigné du business quand on va commencer à en parler. Et pourtant, on va parler de rhétorique aujourd'hui. On va parler de l'art oratoire. On va parler d'avoir du style quand on s'exprime et de plein d'autres conseils qui vont nous permettre d'avoir, tu nous en diras tant, mais du panache, de l'impact et des résultats dans le business. Alors, Victor, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce qui fait que tu es devenu un spécialiste comme ça de la rhétorique et de l'art oratoire? C'était une rencontre avec une professeure à l'université quand j'étais en master. Donc j'ai fait un master interdisciplinaire où il y avait de la science politique, de l'économie, du droit. Et dedans, il y avait aussi un cours de rhétorique. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant parce que c'était plus appliqué et moins théorique que les autres cours. Dans les autres cours, on apprenait en théorie ce que c'est qu'un mouvement, ce que c'est que motiver les gens, ce que c'est que... Alors que dans le cours de rhétorique, on apprenait vraiment comment faire. On apprenait qu'est-ce que c'est qu'un discours qui va changer des spectateurs en acteurs. C'est ça qui m'a plu. Et en plus, là, j'avais un bon rapport avec ce professeur. Et donc, j'ai décidé de faire une thèse avec elle. Une thèse sur ce sujet-là. Et donc, j'ai fait de la recherche en rhétorique. Et au bout d'un moment, j'avais développé tout un tas d'outils. Et je suis passé d'une carrière de chercheur à une carrière de formateur. C'est pas banal et on apprécie avoir comme ça des personnes qui vont pouvoir vraiment illustrer leurs propos de choses très scientifiques, hein. Moi, je trouve ça très intéressant de mettre toute ta recherche au service des dirigeants et des dirigeantes qui nous écoutent. Donc, merci pour ça. Raconte-nous peut-être en une phrase ou deux, je mettrai également tout ça, toutes tes références dans la description pour nos auditeurs, auditrices qui voudront en savoir plus et faire appel à toi. Qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui? C'est quoi ton activité? Elle est triple. En fait, j'ai une première activité qui me tient à cœur, c'est que, en fait, quand je suis parti de l'université, pour moi, c'était important de garder de l'enseignement. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai lancé une chaîne YouTube au départ. C'était pour pouvoir garder un rendez-vous avec des élèves et continuer d'enseigner ma discipline. Et donc, évidemment, j'ai maintenant un auditoire qui est beaucoup plus grand parce que j'ai plus de 100 000 abonnés à ma chaîne. Mais c'est pour ça que j'ai un rendez-vous hebdomadaire. C'est que ça me permet de garder cette idée qu'il y a une classe, il y a des gens qui viennent. Et ça, c'est une partie de mon activité. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'elle peut se financer à la fois par les dons des gens qui suivent l'émission et qui apprécient, mais également par la pub YouTube, la pub qu'on reçoit sur les vidéos. Donc ça, c'est une partie. Et puis le reste, c'est une activité plus classique de formateur et de coach. Super. Eh ben, écoute, rentrons dans le vif du sujet si tu veux bien, parce que on va parler déjà du coaching des dirigeants que tu accompagnes. Moi, j'aimerais savoir en fait quel constat tu fais aujourd'hui dans le milieu des affaires en général, du business, sur le style, le ton, la façon dont les gens s'expriment. Je dirais qu'il y a deux grandes difficultés que j'observe régulièrement. La première, c'est qu'il y a une injonction à l'horizontalité. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très courant. C'est l'idée que maintenant, il faut être agile, il faut être horizontal. Mais ça va pas toujours très bien avec la posture du dirigeant, qui doit être capable de créer de la proximité. Mais il y a certaines situations où il faut trancher. Et là, ça suppose au contraire de créer une distance qui permet l'autorité. Et une des manières dont en rhétorique on peut créer ça, c'est en jouant sur le niveau de style. C'est en passant d'un style conversationnel, où on va impliquer les gens, vous voyez, etc. On va les impliquer dans le discours, à un style où on va hausser le niveau, on va utiliser des constructions de phrases qui sont plus sophistiquées. Ça va créer de la distance. Et les gens qui nous écoutent se disent, tiens, là, il se passe quelque chose. Donc ça, c'est une des choses. Donc il y a une injonction à l'horizontalité. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a aussi une injonction au no bullshit. Il y a un peu cette idée, il faut parler directement, il faut dire les choses franchement, etc. Mais finalement, tout le monde dit ça et ça reste du bullshit. Et donc, par rapport à ça, moi, je m'oppose justement
en essayant de remettre de la sophistication. Parce que il y a un travail sur les mots qui est nécessaire justement pour pas être superficiel. Et ça suppose de travailler, ça suppose de trouver les mots les plus efficaces. Ça suppose de ne pas avoir peur de faire des phrases un peu plus longues et un peu plus fouillées que la moyenne. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Et donc, c'est vraiment au niveau du style que ça se joue. Ça, c'est très intéressant. J'ai remarqué dans ton discours et tout, t'aimes pas trop les injonctions et on va dire aussi le fait que tout le monde parle de la même manière et toi, tu prônes beaucoup pour le fait de se démarquer. Alors, dis-moi aujourd'hui, quand on est dirigeant et qu'on veut se démarquer par son discours, par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire en fait? Faut déjà considérer que c'est un sujet. Faut déjà considérer qu'il y a un enjeu à ce niveau-là et que quand on a des idées, c'est très bien, mais c'est vraiment le tout début du travail. Parce que une fois qu'on a une idée, il y a tout un travail pour la rendre mémorable. Et c'est là qu'entrent en jeu les figures de style. C'est que des figures de style, c'est des constructions qui, parce que ça joue sur des phénomènes de répétition ou des phénomènes de parallélisme, c'est des choses qui restent en tête. Et donc, connaître des figures de style, ça permet, une fois qu'on a une idée sur la table, de se dire, tiens, je pourrais la formuler comme ça et comme ça. Alors, on va pas y couper, hein, tu vas pas y couper, Victor, mais comme on fait partie de tes élèves aussi, notamment dans cet épisode-là, on a besoin d'images, d'illustrations, et peut-être que tu nous donnes un petit peu de matière pédagogique. Alors, on va réviser avec toi les figures de style, et notamment celles qui te semblent adaptées et utiles pour le discours du manager, du leader. Mais donc, encore une fois, c'est des phénomènes de répétition. Donc, répétition, il y a des choses toutes simples comme l'anaphore. Et quand on fait donc l'anaphore, c'est on va reprendre, par exemple, I have a dream, I have a dream, I have a dream. On va reprendre une même construction qu'on va répéter. L'idée, c'est qu'il faut utiliser ça comme un tremplin à énergie. Donc, ça veut dire qu'on va le faire dans une gradation. On va monter au fur et à mesure le niveau d'énergie. Et c'est très important de se limiter dans les anaphores parce que sinon ça donne quelque chose un peu comme François Hollande. Donc il y avait cette anaphore célèbre de François Hollande, moi président. Et en fait au début ça part bien et après ça se casse la figure parce que ça devient extrêmement spécifique. Moi président, il y aura des frites à la cantine tous les jours. Enfin ça devient trop spécifique alors qu'il faut vraiment prendre cette figure comme une gradation et à un moment on s'arrête. Il faut savoir s'arrêter. Donc ça, c'est la figure de base. Et pour que ça marche bien, il faut le prendre comme un tremplin. Okay. On peut aussi imaginer de le faire avec une répétition au début et à la fin. Donc il y avait Manuel Valls qui avait fait une figure comme ça dans un discours. On nous dit que ta, mais rien n'est écrit. On nous dit que ta, mais rien n'est écrit. Et donc ça, c'est des figures qui sont toutes simples. Et en fait, ça permet par un phénomène de répétition, à partir du moment où on met 3, où on utilise ce nombre 3 qui est un petit peu magique, 3 phrases avec la même structure, ça suffit à rompre avec le langage quotidien. Parce que dans le langage quotidien, on ne fait pas ça. Non, c'est sûr. Voilà. Et c'est à ça que ça sert. On rompt cette routine et du coup, les gens se disent, tiens, là, il se passe quelque chose. Et donc moi, ce que j'invite à faire les gens qui écoutent, c'est que au lieu de s'en arrêter à ça, il suffit de taper figure de style sur Google et la prochaine fois qu'ils font leur discours, ils se disent voilà, les idées clés de mon discours que j'ai envie de faire passer, c'est ces 3 idées-là. Et donc ce que je vais faire, c'est que au lieu de les formuler simplement, je vais faire cet effort supplémentaire de me dire comment est-ce que je peux formuler ça de sorte que ce soit mémorable. Bon, super. On met ça sur notre to-do list parce que c'est vrai que d'habitude, avant une présentation importante, par exemple, on se focalise beaucoup sur le fond, éventuellement sur la forme des écrits. Je pense à notre sacro-saint PowerPoint. Il y a beaucoup de détracteurs dans la salle, mais quand même, malgré tout, on ne peut pas s'empêcher d'avoir ce support-là. Alors, avant de monter sur scène, ou même virtuellement, parce qu'en ce moment, on ne monte plus trop sur scène, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'orateur, peut-être pour se préparer à marquer les esprits des gens qui vont venir nous écouter, présenter nos idées? Est-ce que tu as d'autres tips pratiques comme ça à nous donner? Ouais, il y a une chose qui est vraiment importante et qui est aussi importante pour diminuer le stress, c'est de se dire que le héros, c'est pas nous, le héros, c'est le public. Et une fois qu'on se dit ça, en fait, ça fait redescendre la pression parce que la présentation, c'est plus il faut que je sois brillant.
La finalité de la présentation, c'est il faut que les gens qui sont dans la salle ressortent avec des choses qu'ils vont pouvoir réutiliser. Et donc, en fait, l'idée, c'est que si on définit clairement ce que c'est que l'impact, en vrai, l'impact, c'est le fait que, à la fin de notre discours, les gens auront tiré des choses qu'ils vont pouvoir utiliser pour se rapprocher de leurs objectifs. Et donc, le meilleur moyen de gagner en impact, c'est une fois qu'on est pendant la préparation de notre discours, de se poser clairement cette question. Est-ce que je peux répondre sincèrement à cette question, de me dire, est-ce que le public, une fois qu'il aura écouté ce discours, il aura vraiment des choses qui lui permettra de se rapprocher de son objectif. Et donc, moi, je considère qu'un discours est terminé, enfin que la préparation d'un discours est terminée, quand on peut répondre à cette question avec une liste. Le public pourra se rapprocher de son objectif pour ces 3 raisons, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça peut être des règles, ça peut être des outils, ça peut être des conseils, mais il faut arriver avec ça. Et une fois qu'on a ça, on passe au style. Ok, super. Bah, ça, c'est une bonne idée. C'est un peu customer-centric aussi, hein, comme on dit souvent, c'est-à-dire on réfléchit d'abord à son audience et à ce qu'ils sont venus chercher. Ça permet de les mettre en scène, voilà, de les imaginer et d'avoir un discours quand même encore plus précis. Avec juste une petite nuance, c'est que souvent, en fait, dans cette idée de l'approche centrée sur le client, il y a le risque de le caresser trop dans le sens du poil. Alors que justement, quand on est en position de dirigeant, on est aussi un pédagogue, ça suppose une certaine autorité pour le bien du public. Parce que si on fait pas cet effort de se mettre dans la peau de quelqu'un qu'on a intérêt à suivre, nos conseils vont rester lettre morte. Intéressant. Et alors, qu'est-ce que tu parles, voilà, des fois des erreurs qu'on peut commettre dans notre posture managériale et peut-être aussi justement pour trop gagner le cœur d'un public. Quelles sont les erreurs que tu constates le plus fréquemment dans la communication des dirigeants? Mais en fait, c'est quelque chose de plus général que je constate. Le problème que je vois le plus souvent, c'est que il y a une tendance quand même à considérer que si les idées sont là, le discours suivra. Pour moi, c'est le problème principal et c'est lié au fait qu'il y a une espèce de croyance que la sincérité, c'est la clé. Et pour moi, quand on entre sur scène, on n'est plus dans une posture où notre objectif, c'est d'être sincère. Notre objectif, c'est d'envoyer sur scène la meilleure version de nous-mêmes. Et si on est capable d'envoyer sur scène la meilleure version de nous-mêmes, il y a une chance que par émulation, ça donne envie aux gens d'être à la hauteur. Donc, assumez ça. Assumez que non, quand on monte sur scène, quand on a cette chance énorme que les gens nous accordent un peu de leur temps, il faut pas être juste la personne qu'on est tous les jours, la personne qui sort de la salle de bain. Non, on est une personne qui est au-dessus du lot et c'est ça qui fait que l'autre prise de parole aura un impact. Parce que les gens vont se dire, tiens, là, il y a quelque chose d'exemplaire. Alors, je suis intéressée par ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en ce moment, la petite musique qu'on entend, c'est l'authenticité. Ouais. Alors, parce qu'on est authentique et qu'on révèle une certaine forme de fragilité, les gens vont nous suivre. Or, ayant fait partie de nombreux publics, je trouve que c'est pas très respectueux pour son auditoire que de pas avoir vraiment travaillé sa présentation. Combien de fois nous sommes ennuyés, bassinés par des orateurs ou oratrices qui, d'après moi, mettent peut-être pas assez de relief dans leurs propos. Alors, est-ce que tu as des tips aussi peut-être pour dynamiser le discours, motiver ses troupes, avoir une présentation vraiment vivace et qui marque les esprits? Ouais, j'ai appris ça vraiment en commençant à faire des vidéos. Parce que quand on fait des vidéos, on est juste quelqu'un tout seul face à une caméra. Et donc, le niveau d'énergie de base est très bas. Et le moment où j'ai commencé à faire de bonnes vidéos, c'est le moment où j'ai assumé. J'ai assumé à partir du moment où la caméra s'allume, j'assume d'être un acteur. Je suis un acteur qui interprète un discours, plutôt que quelqu'un qui vient pour parler avec son cœur. Et donc, une fois qu'on a ça, on peut commencer à penser au parcours émotionnel qu'on offre au public. Et donc, le parcours émotionnel que j'aime bien proposer dans un discours, c'est de commencer par une posture qui est un peu une posture militante. Donc, ça veut dire qu'on commence par un problème et on est concerné par ce problème.
Donc la gamme émotionnelle dans laquelle on va taper, c'est ça. C'est des choses du type la préoccupation, la crainte, peut-être l'indignation. L'indignation, oui, tout à fait. Ouais. Ensuite, on va mettre une deuxième casquette qui est plus une casquette d'expert. Et là, pour le coup, le niveau émotionnel, on peut le baisser. Là, on est là pour parler avec expertise d'un problème. Et donc, on n'est plus là pour jouer avec les émotions. Donc, on s'installe, on se calme, autorité. Et donc, tant qu'à faire, les émotions, c'est plus de la sérénité, si on peut parler d'émotions. Okay. Et puis, plus on se rapproche de la fin du discours, plus on va mettre une troisième casquette, qui est pour le coup une casquette de meneur. Et là, on va aller vers des émotions du genre de la fierté, l'orgueil et la détermination. Et donc, l'idée, c'est de commencer à penser ces discours avec un parcours émotionnel qui ressemble un petit peu à un U. Ok, très bien. Bah, ça m'aide, moi, de visualiser ça. Et donc, au sein de ce parcours émotionnel, on met ces idées et on les met sous une forme spécifique. C'est la disposition, c'est ça? Je ne me rappelle plus trop des cours de rhétorique. Est-ce que tu peux nous donner quelques références en la matière? Ouais, donc en fait, en gros, en rhétorique, on apprend 5 compétences. On apprend l'invention. Et l'invention, c'est les questions qu'on se pose pour trouver la matière du discours. Et donc, typiquement, ce dont on a parlé, il faut se demander ce que mon public va pouvoir en tirer pour se rapprocher de ses objectifs. Là, on est dans l'invention. D'accord. Ensuite, on passe à la disposition où on organise le discours. Donc, on se demande qu'est-ce qui est pertinent quand je commence, qu'est-ce qui est pertinent pour le rythme de croisière, qu'est-ce qui est pertinent pour la conclusion. Ensuite, on passe au style. Donc là, c'est là où les figures entrent en jeu, où notre objectif, c'est voilà, il faut que ces idées-là, elles soient mémorables. Et donc, si c'est bien rythmé, s'il y a de la rime, s'il y a une figure de style, on augmente les chances que ce soit mémorable. Et puis après, c'est la mémoire. Et donc là, il faut arriver à... Moi, j'aime bien me balader. En fait, j'écris tout, et puis après, je vais me promener en réfléchissant comme ça, en essayant de me raconter mon discours. Parce que l'idée, c'est quand on est ensuite face au public de ne pas avoir de notes. Et puis, la dernière chose qu'on apprend en rhétorique, c'est la performance. Et donc, la performance, c'est le fait de jouer sur le rythme, sur le niveau d'énergie, pour que le public vive une expérience avec nous. Mais ça, c'est trop intéressant, tu vois, parce que dans les conseils souvent pratiques qu'on reçoit pour parler en public, on a envie toujours d'avoir un rythme hyper dynamique et tout, alors que justement, c'est la variation qui va créer aussi l'intérêt pour le public, quoi. C'est super intéressant. Alors, toi qui as étudié toutes ces figures, ces discours notamment, et je sais que tu en étudies beaucoup, tu en décryptes dans tes vidéos. D'ailleurs, j'aime beaucoup tes vidéos et j'incite tout le monde à aller voir tes décryptages parce que c'est super drôle. Tu décryptes des politiques et tout ça. Quelles sont tes références en termes de style, en termes de rhétorique, tes orateurs préférés? J'aime mieux me tourner vers la littérature. En fait, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'une des manières dont on progresse en rhétorique, c'est parvenir à rapprocher notre style oral d'un style écrit, et d'un style vraiment bien écrit. Et donc, ce que je fais pour progresser en rhétorique, c'est que je vais me former auprès de ceux qui ont consacré leur vie à la langue, et donc les grands auteurs. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand on peut puiser dans des ouvrages qui datent du 16e, du 17e, du 18e, c'est qu'à chaque fois, on se plonge dans des manières de se représenter le monde et de l'exprimer qui sont tout à fait différentes des nôtres. Et en récupérant des choses de ces différentes époques et de ces différents styles, on arrive à enrichir notre style et à rompre avec la grisaille ambiante. Donc c'est vraiment comme ça que je me forme. D'accord, donc tu copies, on va dire, enfin à ta manière, mais tu réactualises avec tes propres idées, ce style de ces orateurs-là. Ça peut être lesquels ont traversé l'histoire et ont eu une interprétation différente du monde dans leur discours. Tu penses à qui quand tu penses à ces grandes œuvres, à ces grands écrivains? Tous les auteurs dont on connaît le nom, ils ont marqué l'histoire. Donc c'est juste ça. Et un très bon point de départ pour se former à tout ça, c'est il faut écouter l'émission de Guillaume Gallienne, qui s'appelle Ça peut pas faire de mal sur France Inter. Alors malheureusement, il l'a arrêté, mais il y a tous les podcasts qui sont disponibles. Et c'est génial parce qu'en plus, c'est un acteur. Donc non seulement il nous présente les textes, mais en plus il les interprète de façon extraordinaire. Et le top, c'est d'essayer de voir comment il les lit. Donc par exemple, il va lire Moby Dick. Donc il va sélectionner un passage de Moby Dick et aller retrouver le passage et essayer de le relire aussi bien que Guillaume Gallienne. Et quand on fait ça, c'est vraiment un exercice très formateur.
Et merci, c'est intéressant. Justement, j'aimerais bien qu'on donne aussi des petits, tu vois, des exemples d'exercices pratiques. Alors, dans tes formations, et d'ailleurs, je sais que souvent, tu as une mailing list, enfin, tu as une newsletter, je veux dire, des informations, donc on mettra, mais tu donnes des exercices pratiques à faire à chaque fois en fin de séquence. La dernière fois, tu disais, par exemple, on va lire Balzac, par exemple, et ensuite on ferme le livre et on essaye de continuer la suite du chapitre en continuant la description comme lui, pour s'entraîner à être plus précis dans la description, par exemple. Est-ce que tu as d'autres exercices qui peuvent nous aider, qu'on peut faire chez nous, comme ça, en attendant de suivre tes cours, peut-être dans un avenir proche? Il y a un exercice que je trouve très sympa, qui est un des exercices de la formation rhétorique antique, qui s'appelle l'éloge paradoxal. Et donc, l'éloge paradoxal, c'est quoi? C'est qu'on va prendre quelque chose qui est habituellement mal considéré. Donc, je sais pas moi, une limace, la maladie, la colère, l'insulte. Donc, des choses comme ça qui sont habituellement mal considérées, et on va en faire l'éloge. Et donc, pas un éloge ironique. Donc, par exemple, si je veux faire l'éloge de la pollution, je vais pas dire merci la pollution, tu vas bientôt nous débarrasser des hommes, etc. Là, on est dans l'ironie. Il faut trouver une manière de faire l'éloge, mais que le discours soit recevable pour l'auditoire le plus large possible. Ok, et donc sincère en quelque sorte. Voilà. Et donc là, pour la pollution, on pourrait dire quelque chose du genre l'humanité n'a jamais accompli d'aussi grandes choses que quand elle est face au mur. Et grâce à toi, la pollution, on va devoir se renouveler, des choses comme ça. Et donc, trouver comme ça quelque chose qui est honni et trouver une manière de la présenter, de la réhabiliter aux yeux du public. Et donc, tu me dis, mon petit doigt me dit que ça rendra service à plein de managers dans la salle en plus, parce qu'on a souvent quand même parfois des injonctions contradictoires, voire des points de politique où on n'est pas à 100% d'accord avec l'entreprise. Donc, ça permettra aussi de fourbir ses armes pour ces prochaines réunions, ces prochains argumentaires. Ok, top. Merci pour l'idée. Tu vois, tu me disais, tu fais du coaching. Les gens, quand ils viennent te voir, pourquoi ils se font coacher? Enfin, c'est quoi le point de départ? Qu'est-ce qui fait qu'ils font appel à toi? Je me demandais par curiosité. La première des choses, en fait, qui fait qu'on va avoir un professeur de rhétorique, c'est la banalité. C'est le fait de se sentir banal. Parce que c'est vraiment là qu'il y a une différence avec la rhétorique, c'est que la rhétorique, c'est une discipline qui a 2500 ans, qui se plonge dans des corpus littéraires et philosophiques très vastes, alors que la plupart des nouvelles disciplines, la PNL, je sais pas, la prise de parole en public, elles n'ont pas ces racines. Et donc, du coup, quand on se forme à ça, on risque très vite de tomber sur les mêmes trucs et astuces que les autres. Et la rhétorique permet d'éviter ça. Mais en fait, c'est la culture générale qui permet d'éviter ça. Alors ouais, du coup, ça me plaît beaucoup, bien sûr. Moi, je trouve qu'il faut se cultiver dans tous les domaines, même pour être bon dans son propre business, hein, même si on a un marché spécifique. Mais je sais que ça peut faire peur aux gens aussi, parce qu'ils vont me dire, ouais, non, mais attends, Flavie, t'es gentille, moi, j'ai d'autres choses à faire que lire Balzac là, ce soir. Je suis overbookée. Est-ce que tu as je sais pas, des sources, des façons de te former qui ne consistent pas exclusivement à lire de longs textes et qui peuvent aider comme ça les gens qui nous écoutent à développer leur culture G, leur à propos? Est-ce que tu as des pistes pour nous, des choses à nous conseiller? Et non, surtout pas. Surtout pas. C'est justement parce que ça demande un effort et que tout le monde ne le fait pas que les résultats sont ce qu'ils sont. Alors, allez voir un coach classique. Non, mais c'est bien, en même temps, tu en as déjà donné, parce que tu vois, par exemple, la piste audio, je trouve que c'est quelque chose de sympa. Et en parlant de Galienne et de son podcast, tu présentes aussi un autre aspect du texte lu, c'est aussi l'incarnation du texte. Donc voilà, moi j'ai envie de poser la question aussi aux gens qui nous écoutent. Quels sont les textes qui les ont marqués? Peut-être aussi les orateurs ou les discours. Je sais qu'il y a beaucoup de discours filmés et décortiqués, donc ça peut peut-être être aussi une manière de s'approprier si on est entre deux, qu'on n'a pas trop le temps de se lancer dans une longue lecture. Et Victor, est-ce que tu aurais, j'aime bien faire ça aussi, un challenge à lancer à nos auditeurs
pour un petit peu les aider à se mettre sur la voie, d'être moins banal et de développer leur propre style. Mais oui, oser faire des conclusions. Il faut oser faire des conclusions. C'est-à-dire que même s'il n'y a qu'une chose que vous préparez dans votre discours, préparez la conclusion. Donc ça veut dire que vous le faites en 2 fois, vous repartez des idées qui sont les plus importantes et vous faites cet effort d'aller regarder sur Google des figures de style. Vous vous dites, mon défi, c'est de former cette idée avec une figure de style et de l'assumer. Surtout l'assumer. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez balancé la figure de style, il n'y a pas de bon voilà, merci de votre attention. Vous vous taisez. J'en étais sûre que tu allais dire ça. J'allais dire, tu nous dis qu'une conclusion, ça permet de pas finir le discours par bon voilà quoi. Et c'est ça. Ça, c'est les petits mots parasites, valises qu'on a partout. Et des fois, on s'excuse un peu même des idées un peu sympas qu'on a à travers ça. Je trouve que je trouve que c'est beaucoup utilisé, pas mal par les femmes aussi en plus. Donc, je trouve que ça sape un peu l'autorité et la confiance qu'on avait formée dans l'auditeur juste avant. Il faut assumer, c'est un jeu. Ça peut être tellement amusant, une belle prise de parole. Il faut le prendre comme un jeu. Et puis, je vois que toi, tu utilises aussi beaucoup les silences. Je ne sais pas si ça s'entend là dans ce podcast ou si vous nous regardez sur YouTube, mais peut-être tu as des vidéos aussi à ce propos. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas non plus assez, que ce soit dans la vente ou dans le management, l'art de savoir se taire. Est-ce que toi, tu as des business ou des dirigeants que tu admires particulièrement? Ouais, j'aime bien Elon Musk. Il me fait plaisir. J'aime vraiment bien ce côté, qui n'a pas fini de rêver. Du type, imaginez que... il y a tellement de discours apocalyptiques à l'heure actuelle que le mec se dise « show must go on », il faut absolument que l'humanité continue sur Mars s'il le faut. Je trouve que ça a de l'allure. Et alors, dans son discours et sa façon de parler, est-ce qu'il n'est pas un peu dur, peut-être? Il a une culture un peu trop geek et qui va aussi avec la manière dont il se présente. Le côté « je suis tellement smart que je peux venir en t-shirt » et ce serait la limite. Il faut assumer d'être le boss. Ok. Et justement, puisque tu parles d'assumer d'être le boss, alors toi maintenant, tu es patron de ta propre activité, mais tu conseilles aussi... patron de moi tout seul, ouais. Voilà, tu conseilles aussi beaucoup de dirigeants parce qu'à travers leur posture orale et écrite, c'est carrément leur posture de leader qui est en jeu. À ton avis, de ce que tu vois, et peut-être de ce que l'histoire nous apprend, l'histoire des grands leaders, sur quelles activités il faut se concentrer, quand on est un leader? Je sais pas bien, mais je dirais que c'est très très important de toujours être connecté à sa mission. Donc à ma petite échelle, j'ai commencé à gagner une certaine visibilité, les choses ont commencé à tourner, j'ai commencé à gagner de l'argent, etc. Et j'ai eu besoin de me dire pourquoi tu fais ça? Au fond, pourquoi tu fais ça? Et c'est pour ça que j'ai créé une chaîne secondaire que j'appelle l'atelier de rhétorique, où là, je me recentre sur ce qui est important pour moi. Et ce qui est important pour moi, c'est de créer un peu un raz-de-marée d'intelligence. C'est ça qui me plaît. Et donc, c'est une chaîne secondaire où les gens peuvent m'envoyer leurs textes, peuvent m'envoyer leurs discours, peuvent m'envoyer leurs manifestes. Et après, je fais des épisodes qui sont consacrés à la lecture et aux commentaires de ces textes-là. Et quand je fais ça, j'ai l'impression de vraiment me recentrer sur mon objectif. Et donc, ce qui est très important, je pense, quand on commence à monter en responsabilité, c'est ça. C'est de se dire, mais finalement, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça au début? Et se reconnecter avec l'adolescent qui est en nous. Parce qu'il y a en nous toujours cette personne qui était enragée contre les inégalités, contre les injustices. Et donc, toujours faire des choses pour se rapprocher de ça. Par exemple, j'ai commencé à donner de l'argent à la WWF parce que j'ai toujours aimé les animaux sauvages et le fait de me dire que peut-être qu'on les verra plus que dans les livres au bout d'un moment, je l'accepte pas. Donc, se reconnecter avec ces choses-là, en fait, ça permet de ne pas partir en vrille. Et à la fin, c'est ça un dirigeant. C'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'il est tout en haut, il perd papier. Il perd papier et puis, comme tu disais, il n'est pas complètement aseptisé
par le poids de ses responsabilités et puis peut-être le poids de la culture corporate qui l'entoure. J'aime bien cette idée, quoi. Et toi, tu dis souvent dans tes vidéos qu'il faut savoir être citable au lieu d'employer toujours et toujours les mêmes citations vues et revues. Alors, je pense aux citations d'Einstein, d'Edison et compagnie. Les citations, ça a la méga cote en ce moment. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme tips à ce propos? Parce que c'est difficile de sortir de s'assumer et d'essayer de chercher une expression qui marque les esprits sans l'emprunter à de plus grands esprits que nous, quoi, si je puis dire. Mais c'est ça, c'est que l'intention est la bonne. C'est que l'intention derrière la citation, c'est ça. On sent que quand même, il faudrait hausser le niveau de style. Donc c'est très bien, mais faire ça jusqu'au bout, c'est de se dire, bah voilà, bah c'est de belle idée, c'est moi qui vais la formuler bien, et c'est moi qui vais être citable. Et alors, est-ce que toi, tu as des citations ou des expressions qui te tiennent particulièrement à cœur et qui pourraient un peu, je sais pas, ça serait pas sur ton blason, mais ou ton mantra professionnel, quelque chose qui te reste en tête comme ça, comme expression ou comme citation que tu peux emprunter à d'autres? Ouais, je dirais, on n'accède pas à la lumière dans l'ombre de quelqu'un. Waouh. Bon, mais écoute, ça, c'est intéressant. On va laisser nos auditeurs méditer là-dessus. Toi, tu utilises beaucoup le réseau aussi, si je comprends bien, ta communauté. Vous avez dit que vous êtes plus de 100 000 membres, c'est ça, sur YouTube? Ouais, c'est des abonnés, donc ils sont pas à moi. D'accord. Comment tu utilises ce réseau? Enfin, quelle forme de réseau tu as? Est-ce que tu es pote avec d'autres entrepreneurs, avec des professeurs, avec des chercheurs? Puisque justement, tu dis on reste pas dans l'ombre des autres, mais aussi je crois que les autres nous apportent également ces apprentissages complémentaires et c'est ce que je cherche à faire aussi avec ces épisodes du board. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, ce réseau? Moi, c'est beaucoup de la motivation que je viens puiser. En fait, c'est fatigant de créer du contenu. Donc, parce qu'au bout d'un moment, il faut vraiment se relancer, il faut relancer la machine à idées. Et le fait de savoir que je le fais pas pour moi, que je le fais parce que ça va faire plaisir à des gens, qu'il y a des gens de l'autre côté qui vont passer un bon moment et que ça va ça va leur permettre de rendre leur vie peut-être un peu plus épique. Ça me motive. Ça me motive beaucoup. Bon, top. Écoute, donc, je voulais dire un dernier truc aussi. Je vois que le temps avance et la conversation, aussi passionnante soit-elle, on va devoir la couper un moment. Je pensais à un truc quand tu disais aussi de se reconnecter avec son adolescent intérieur, etc. Je crois que tu en parlais lors d'une de tes vidéos. Tu parlais du manifeste. Ouais. C'est-à-dire devoir écrire son manifeste. Je crois que quand on est dirigeant, c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu peux nous parler quelques instants de ce que ça veut dire ce manifeste et pourquoi c'est important d'écrire son manifeste? Alors, c'est important de le faire parce que sinon, on est juste des porte-voix d'idéologies conçues par d'autres. On ne sait pas vraiment ce qu'on pense profondément, quand on n'a pas fait l'effort de le poser sur le papier. Et donc, écrire un manifeste, c'est tout simplement prendre le temps de se demander quels sont les problèmes que je considère les plus importants à régler, en faire la liste, et ensuite réfléchir de soi-même aux solutions. C'est juste ça un manifeste. Mais un manifeste, c'est ce qui a été à l'origine de tous les mouvements. Et c'est ce qui permet aussi de garder les pieds sur terre. Enfin, pas de garder les pieds sur terre, mais c'est ce qui permet de garder le cap. De garder le cap, parce que quand on relit ce document, on peut se demander, mais est-ce que mes actions vont dans ce contrat que j'ai fait avec moi-même et avec le monde? Wow. J'aime beaucoup ce conseil. Donc franchement, si vous nous écoutez, je remettrai les liens parce que je crois que c'est très intéressant de construire ce manifeste. Moi, j'ai un petit brouillon qui m'attend parce que j'avais déjà commencé à écrire le début. C'est déjà ça. C'est un premier pas. Victor, merci pour tous tes conseils. On va te retrouver et suivre tes vidéos et tes communautés rhétoriques avec plaisir. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous adresser avant qu'on se quitte? Ouais, que prendre soin de soi, c'est très bien, mais il faut aussi prendre soin de son esprit.
Allez, banco, j'achète. Et pour prendre soin de votre esprit, et grâce au réseau, n'hésitez pas à écouter les prochains épisodes du Board avec des experts comme Victor qui vont nous aborder avec nous tout un tas de domaines et nous aider à nous développer personnellement, professionnellement. Victor, c'était un plaisir de t'avoir dans le Board. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, au revoir. Bye.